soir, je vais vous parler d'un sujet qui est très chaud, qui est le fait qu'on assiste depuis 2-3 ans à une publication de plus en plus nombreuse et à l'émergence de souches de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine, qui reste et qui demeure un des derniers antibiotiques pour les souches qui sont très résistantes aux antibiotiques. Et vous allez voir ce qu'on a réalisé au sein de l'unité de recherche autour de ça. Donc, l'émergence de cette résistance aux antibiotiques, en réalité, c'est un phénomène qui augmente depuis les dernières décennies, et en particulier parce qu'on n'a pas de nouveaux antibiotiques actuellement dans les tuyaux, et donc on utilise les anciens, et quand on utilise beaucoup d'antibiotiques, eh bien, on voit la résistance qui augmente au fur et à mesure. Et puis des travaux plus récents ont montré que eh bien, ces résistances aux antibiotiques, ces gènes qui sont associés à la résistance aux antibiotiques, eh bien, sont des gènes qui préexistent chez les bactéries depuis très longtemps. Et il y a des travaux qui, d'ailleurs, ont pu retrouver des gènes de résistance ou des opérons de résistance dans des échantillons extrêmement anciens. C'est un problème de santé publique majeur, puisque les bactéries multirésistantes, eh bien, on leur attribue en Europe 400 000 infections par an, avec environ 25 000 morts attribuables à ces bactéries multirésistantes, pour un coût estimé en Europe d'environ 1 milliard, 1,5 milliard d'euros. Donc c'est un problème qui est très important. Et il est compliqué ce problème par le fait que les antibiotiques qu'on utilise pour traiter les humains, eh bien des classes d'antibiotiques très proches, très similaires sont utilisées en agriculture, en aquaculture, et donc il peut y avoir des résistances croisées, donc les antibiotiques dans des écosystèmes extrêmement complexes dont l'environnement. Alors, pour pouvoir arriver à la colistine, il faut arriver à vous expliquer ce qui s'est passé depuis 10 ans. Et donc depuis 10 ans, ça c'est des données qui sont extraites du laboratoire, de l'hôpital de Marseille, qui sont les tendances sur la résistance aux antibiotiques observées dans les bactéries isolées des hémocultures entre 2001 et 2011. Vous voyez la tendance actuelle, mais elle est vraie un petit peu partout dans le monde. Il y a une tendance à la diminution de la résistance à l'héméticilline chez Staph doré et une augmentation de la résistance aux céphalosporines de 3e génération chez les bactéries gram-négatifs, et qui est essentiellement liée à une augmentation de cette résistance chez Klebsiella. Donc si on regarde les données récentes de 2012 de surveillance européenne, eh bien, on a des pays où il y a une résistance extrêmement importante aux céphalosporines de 3e génération, et donc du coup, ça a amené à utiliser pour traiter ces infections l'imipénème, et on a vu aussi augmenter la résistance à l'imipénème. Par exemple, en Grèce, les souches de Klebsiella pneumoniae, il y a 90% des souches à l'hôpital qui sont résistantes à l'imipénème par des mécanismes enzymatiques. Et donc, du coup, on a sorti le dernier antibiotique, qui est la colistine, pour traiter ces infections liées à des bactéries multirésistantes. Alors, il y a 10 ans, je ne sais pas s'il est là en base, non, mais il y a 10 ans, Andreas et Didier Raoult avaient dit la colistine, est-ce que ça va être l'antibiotique du XXIe siècle? Ils avaient réussi à traiter des infections à pseudomonas multirésistantes par voie orale avec la colistine. Et 10 ans après, c'est un travail qu'on a publié l'année dernière, eh bien, si on regarde ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'on ait des bactéries résistantes à l'imipénème fait qu'on s'est mis à utiliser beaucoup plus la colistine. Et ce qui devait arriva, c'est-à-dire que la résistance à la colistine a émergé et augmente depuis le début des années 2000-2005, si on regarde le nombre de publications. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait il y a une petite demi-heure. J'ai commencé à regarder la prévalence, en tout cas les publications qui rapportent des souches de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine dans le monde. En l'espace de 2 ans, ça a été décrit un petit peu partout dans le monde, dans de nombreux pays. Donc des souches de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine. Alors la colistine, c'est quoi? C'est un antibiotique qui a été découvert dans les fin des années 40 et qui est un antibiotique naturel qui est sécrété par des bactéries du genre Penibacillus polymixa, et qui est un antibiotique complexe, qui est un lipopeptide cyclique, comme ici, et qui est sécrété par le biais, dans le chromosome de cette bactérie, d'un opéron très gros qui s'appelle un non-ribosomal protéine synthétase, qui permet la synthèse de cet antibiotique. Cet antibiotique marche comment? Eh bien, il va agir au niveau de la membrane de la bactérie, en se fixant aux lipopolysaccharides, aux phospholipides, en déplaçant les charges cationiques, calcium et magnésium, donc en enlevant la négativité de la charge membranaire, eh bien, ça agit comme un espèce de détergent qui détruit la membrane et qui fait éclater la bactérie. Alors un point qui est important,
qui est un point de pharmacocinétique et de pharmacodynamique, c'est que le sulfate de colistine qu'on utilise par voie orale est un antibiotique qui n'est pas absorbé par la muqueuse intestinale très peu et qui est éliminé de manière active à plus de 99% dans les selles. Donc il reste actif, y compris en ayant passé la barrière digestive. Et cet antibiotique est actif contre la plupart des bactéries gram négatives, sauf certaines bactéries naturellement résistantes qui sont indiquées ici, comme entre autres Proteus, Serratia et Morganella. Donc ça, c'est son système de fonctionnement. Alors, la résistance à la colistine, il y a quelques travaux qui avaient été faits auparavant, à la fin des années 2000 et surtout entre 2007 et 2012, qui montrent que une des façons de devenir résistant à la colistine, c'est des travaux in vitro. C'est de modifier la charge justement de la membrane en la rendant non pas négative, mais en neutralisant la charge négative au niveau de la membrane. Et comment les bactéries sont capables de faire ça? Eh bien, elles disposent, les bactéries gram négatives, dans leur patrimoine génétique, dans leur chromosome, d'un opéron qui est un opéron capable de synthétiser un sucre qui s'appelle l'aminoaraminose. Et ce sucre, il peut se fixer ici, au niveau du lipide A, et cette fixation va neutraliser la charge négative et rendre la bactérie résistante. Et cet opéron de synthèse est sous la dépendance de deux systèmes à deux composants qui s'appellent PMRA et FOQ, qui sont des senseurs et des régulateurs, et qui, en fonction des conditions extérieures, peuvent activer de manière positive ou négative cet opéron et donc la synthèse de ce sucre. Alors, dans les données qu'on a sorties nous ici du laboratoire, on a montré par exemple que chez Enterobacter aureolens, ça c'était une souche résistante à la colistine, et bien la résistance a été médiée par une mutation dans ce petit gène qui est un système à deux composants qui s'appelle PMRA et qui confère la résistance. On a montré la même chose pour une souche clinique d'Acinetobacter résistante à la colistine, mais pour Klebsiella pneumoniae, on n'avait absolument pas de données, de savoir comment on pouvait avoir une résistance chez Klebsiella. Donc parallèlement à ça, on a entrepris un travail avec des collègues au Laos, en Thaïlande, au Nigeria et en Israël, plus des collaborations en France avec Angers, pour essayer de voir quelle était finalement la prévalence du portage de Klebsiella pneumoniae résistante à la colistine dans le monde, chez des patients, chez des porteurs asymptomatiques, et puis d'étudier, pour essayer de comprendre cette résistance, une souche de Klebsiella pneumoniae résistante à la colistine qui nous avait été envoyée d'un collègue de Jérusalem. Et puis au laboratoire, on a fait également un mutant sélectionné in vitro résistant à la colistine pour essayer de comprendre quel est le mécanisme de résistance à la colistine. On va voir qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu 2 publications il y a 3 semaines et 1 mois qui ont permis de faire avancer les choses. Et parallèlement à ça, donc on a étudié les génomes de Klebsiella pneumoniae disponibles de manière neutre, et puis on a étudié génétiquement des souches isolées des patients du Laos, de Thaïlande, de France et du Nigeria. Alors ça, c'est le protocole pour les patients. Donc au Laos et en Thaïlande, c'est des gens qui ne sont pas malades, pas hospitalisés, c'est dans des villages, dans un monde rural, où les gens n'ont pas du tout d'antibiotiques. Et donc on a prélevé des selles chez des patients asymptomatiques entièrement. En France et au Nigeria, c'est des selles qui étaient prélevées dans le cadre d'autres diagnostics chez les patients. Et donc c'est des patients tout venant à récupérer les selles, mais c'était des patients hospitalisés. Donc on a fait des cultures en particulier pour isoler tout un tas de bactéries résistantes, mais très spécifiquement des souches résistantes à la colistine, pour ensuite les étudier par ces différentes approches, identification d'Alvitov, extraction d'ADN et PCR, on va le voir par la suite. Alors les géloses qu'on utilise, c'est les géloses qu'on utilise dans la mucoviscidose, ce sont les géloses cépaciales qui contiennent la colistine et qui permettent de cultiver des bactéries résistantes à la colistine. Et donc ça, c'est un exemple de souches qu'on a isolées. Ça, c'est 2 souches du Laos. Vous voyez, c'est les Klebsiella pneumoniae bien identifiées qui poussent très très facilement sur ces géloses qui sont complètement résistantes à la colistine avec des CMI à 24 pour l'une, à 32 pour l'autre. Et dans les souches qu'on a isolées, on avait laissé le seuil de résistance, c'est 2 microgrammes. Et on a des souches qui montent jusqu'à 256 microgrammes par millilitre, donc qui sont extrêmement résistantes. Alors, on va s'intéresser uniquement dans ce travail aux Klebsiella pneumoniae, mais vous voyez que dans ce travail, sur les 869 échantillons de selles testés, on a pu isoler une quantité assez extraordinaire de bactéries qui résistent à la colistine, soit
des bactéries avec un mécanisme de résistance acquise, donc Klebsiella que je vais détailler, mais aussi des Escherichia coli ou autres, plus on a isolé évidemment des bactéries naturellement résistantes comme le Proteus, et vous voyez que la prévalence du portage de bactéries résistantes à la colistine dans les selles des patients et des gens qui ne sont pas malades est extrêmement importante, varie de 12 à 28% des gens qui portent des bactéries résistantes à la colistine dans leur tube digestif. Alors, pour ce qui concerne les Klebsiella pneumoniae, voilà ce qu'on a trouvé. On a pu isoler 14 souches en Thaïlande, 11 souches au Laos. On a une souche d'Israël qui nous avait été envoyée chez alors là, c'est un patient, 8 souches en France et une souche qui a été isolée d'un prélèvement du Nigeria, sachant que sur ces 34 souches, il y a 32 Klebsiella pneumoniae. On a ajouté aussi, on avait 2 Klebsiella oxytoca qui étaient résistantes aussi. Alors pendant qu'on était en train de faire ce travail, eh bien, il est sorti d'autres publications, en particulier associées à ce travail qui date de 2009 et de 2012, l'existence d'un tout petit gène de 44 acides aminés qui s'appelle MGRP, qui en réalité est un régulateur du fameux système à 2 composants qui permet la synthèse de l'aminoarabinose. Et donc ce petit gène qui est un régulateur qui a un contrôle négatif sur ce système, et donc ça a été publié il y a 3 semaines. 2 travaux en même temps montrent que des souches de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine eh bien, sont résistantes par une analyse de génome comparative, sont résistantes parce que ce gène a été inactivé. Donc dans les 2 travaux, celui-ci est beaucoup plus détaillé, il montre bien que l'inactivation de ce gène par une séquence d'insertion qui s'insère au milieu du gène eh bien, rend les bactéries résistantes avec des CMI qui passent, vous voyez, de 0,1 à 16 microgrammes, et dans ce travail en Espagne, il trouve la même chose par de l'analyse de génome comparative, une inactivation par cette insertion de séquence. Alors on est allé regarder d'un petit peu plus près, nous, cet environnement génétique avec ce gène MGRB et surtout ce que j'ai indiqué ici, deux petites séquences qui sont le promoteur et le régulateur de ce gène, le promoteur de ce petit gène, et donc bien sûr, sur les 2 génomes de nos souches résistantes à la colistine, celle d'Israël et celle qu'on a fait au laboratoire, on est allé regarder spécifiquement cet environnement. Et donc pour la première, celle d'Israël, on ne trouve pas d'insertion de séquence, mais on a une mutation, qui est une mutation qui n'est pas silencieuse, puisqu'elle modifie entièrement la séquence génétique et protéique de ce petit gène qui s'appelle MGRP. Et pour l'autre souche faite au laboratoire, eh bien, le gène est inactivé par une transposase qui est venue s'insérer et couper le gène, et donc inactivé. Et cette transposase, de manière intéressante, était présente dans le génome de la souche parentale qui était sensible, qu'on a utilisé pour faire des mutants, et c'est une transposase qui a bougé du tube plasmique d'ailleurs vers le chromosome pour inactiver ce gène. Alors, on a voulu vérifier si quand même c'était vrai, c'est-à-dire qu'on a testé ensuite, on a désigné des amorces de PCR pour faire la PCR et la séquence, et on a retesté d'autres clones qu'on avait rendus résistants in vitro au laboratoire. On en a testé 10 de manière aléatoire, et vous voyez les résultats de la PCR. On voit très clairement que pour 3 de ces clones, eh bien, il y a une insertion de séquence qui fait que la taille du produit PCR a augmenté, et donc c'est ce qu'on voit ici. Et ce qu'on obtient, c'est une insertion qui est la même insertion de séquence au même endroit dans ce gène et qui l'inactive. Et pour 6 autres clones obtenus in vitro, eh bien, on s'aperçoit que ça confère en réalité des mutations qui induisent un stop codon, un codon stop dans la séquence nucléotidique et donc qui interrompt le gène. Donc, fort de ces analyses génomiques, on a regardé aussi dans les génomes, alors ça c'est un truc un petit peu plus exotique, mais il y a 162 génomes disponibles dans les bases de données actuellement de Klebsiella pneumoniae. Sur les 162, on en a trouvé 11 qui ont ce gène inactivé, des isolats qui viennent des États-Unis, d'Italie et d'Espagne, et qui sont des souches pour lesquelles la moitié d'entre elles, on sait qu'elles sont résistantes à la colistine sur les données qui ont été déjà publiées. Donc elles sont résistantes par ce mécanisme-là. Alors ça, c'est les différentes possibilités qu'on a trouvées. Donc ça peut être des insertions de séquences dans ce cas-là à différents endroits du gène, donc ça se balade, et ce qui est intéressant, c'est que ça s'insère en réalité parce qu'il y a des séquences inversées répétées homologues de la transposase et du gène qui permettent l'insertion à un endroit très précis, et donc on peut prédire où ça va s'insérer si on connaît les transposases présentes dans les génomes. Donc ça, c'est sur l'analyse des génomes. Alors maintenant, on retourne à nos prélèvements qu'on a eu du Laos, de Thaïlande, de Nigeria et de France, et donc sur les 34 isolats de Klebsiella que l'on a isolés résistants à la colistine, on a remis en culture
ces prélèvements de sel pour essayer de trouver des Klebsiella pneumoniae chez les mêmes patients, mais sensibles à la cholestine, pour avoir une comparaison des deux. Donc, ce qu'on a pu obtenir, on en a obtenu 31. Et ensuite, on a fait l'amplification et le séquençage de ce gène MGRD. Donc, vous voyez en haut, c'est les souches résistantes. Donc, sur les 34 souches, 14 ont un problème lié à une mutation, une absence ou une insertion de séquence dans ce gène MGRD, alors que dans les séquences obtenues à partir des 31 souches sensibles à la cholestine, il n'y avait pas du tout de mutation. C'était extrêmement significatif. Alors ça, c'est toutes les possibilités qu'on a trouvées. Donc c'est des mutations, des codons stop dans les séquences qui sont associés à cette résistance à la cholestine. Et puis de la même manière, on a trouvé tout un tas d'insertions de séquences différentes dans les souches, qu'elles soient même des Oxytoca, de Thaïlande, du Laos, du Nigeria et de France associées à la résistance. Et puis on a découvert d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que celle-ci, la séquence d'insertion s'est insérée dans le promoteur du gène, et celle-ci de séquence d'insertion s'est insérée après le promoteur, mais avec une délétion de cette séquence promotrice, donc qui explique probablement la résistance à la cholestine. Donc en pratique, ce qu'on voit, c'est une émergence et une diffusion extrêmement rapide de la résistance à la cholestine dans le monde, en particulier en Asie. Et en Asie, c'est difficile à trouver, mais il y a quelques documentations qui montrent qu'on utilise énormément la cholestine en agriculture pour les animaux en Asie, qui pourraient expliquer éventuellement qu'on ait eu des patients, enfin des gens asymptomatiques porteurs de souches résistantes à la cholestine. D'autant que je ne l'ai pas montré là, mais certains des séquences types des souches que l'on a isolées des patients du Laos et de Thaïlande sont les mêmes que des séquences types qui ont été rapportées chez les cochons en Asie. Il est bien possible que ce soit un transfert de ce type-là. Et puis, ce travail montre que la résistance à la cholestine médiée par une activation de ce gène est responsable au moins de 40% de l'explication des souches résistantes à la cholestine. Donc c'est un travail qui est tout à fait important de ce côté-là. Et donc du coup, il faut qu'on surveille ça. Alors j'ai fait ça rapidement aussi, mais en 2013, on a compté le nombre à la Timone, on a compté sur 2 ans le nombre de bactéries résistantes à la cholestine qui sont naturellement résistantes, donc les Proteus, les Morganella et les Providentia, qu'on isole au laboratoire. Et la tendance, c'est quand même de voir qu'on a une tendance qui est à l'augmentation de l'isolement de bactéries naturellement résistantes à la cholestine au labo. Il faut que je termine sur 2013 pour voir si vraiment cette tendance est une tendance à l'augmentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.